Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui dans un numéro spécial de La Chine à Paris qui est consacré à ce qu'on appelle désormais l'affaire Xiaoyao Liu. C'est une affaire qui a démarré le 26 mars 2017. Xiaoyao Liu, donc ressortissant chinois de 56 ans, qui vivait depuis plus de 20 ans à Paris, succombé au tir mortel d'un policier en service dans le vestibule de son appartement. Ça se passait dans le 19e arrondissement à Paris. Les jours suivants, plusieurs manifestations éclataient dans la capitale, avec des manifestations devant le commissariat du 19e, quelques poubelles et quelques voitures brûlées. Et dans les jours qui suivent, un grand rassemblement a rassemblé place de la République, près de plus de 6000 personnes d'origine ou de nationalité chinoise, ou ce qu'on appelle de la communauté chinoise, se sont rassemblés place de la République pour réclamer, sur fond d'agressions qui peuvent avoir lieu dans différents quartiers, quelques mois après l'affaire Shaolin, qui demandait une justice et un traitement équitable de la justice pour les ressortissants français d'origine chinoise et pour les Chinois et pour toutes les personnes qui sont sur le territoire français. Est-ce que j'ai à peu près bien, sans entrer dans les détails, résumé ce qui s'est passé? Je parle sous votre contrôle, Maître Lombroso. Vous êtes l'avocat d'Isabelle et de la famille ici présente. Pour l'instant, vous êtes parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, cette introduction étant faite, je voudrais d'abord m'adresser à vous, Isabelle, puisque vous êtes la fille de Xiaoyao Liu. Et depuis ce tragique soir du 26 mars 2017, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre vie a changé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, voilà, quelle était votre vie jusqu'à ce soir-là et qu'est-ce qui a changé à partir de ce 26 mars 2017? Oui. Vous viviez avec vos parents dans cet appartement? Vous étiez nombreux? Vous étiez combien? Oui. Oui, enfin, on vivait tous ensemble dans l'appartement. On était une famille assez solidaire. Oui. Et vous avez toujours vécu dans ce coin-là? Vous êtes né à Paris vous-même? Oui, nous sommes nés à Paris. Enfin, non, on n'a pas toujours vécu dans cet appartement. On a déménagé. On a emménagé en 2010, je pense, là-bas, si je me souviens bien. On était quand même une famille assez traditionnelle. On était familial, solidaire. Oui, alors Isabelle, donc vous aviez emménagé dans le 19e arrondissement vers 2010, vous me dites. Vous viviez donc dans cet appartement avec votre père, votre mère, vos frères et sœurs. Oui. Vous étiez combien dans l'appartement? On était 5 frères et sœurs. D'accord. Vous-même, quelle est votre situation actuellement? Vous allez à l'école, vous travaillez, vous suivez des études? Actuellement, je suis à l'école. D'accord. Vous faites quoi, si c'est pas indiscret? Je fais des études de comptabilité. D'accord. Donc, suite à ce tragique 26 mars 2017, vous avez, bien évidemment, puisque c'est votre lieu de vie, votre appartement était devenu une scène où une personne a été décédée, donc enquête, donc scellé, tout ça, vous avez dû bouger. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi ce soir du 26 mars? Le soir du 26 mars, il y avait l'adjoint au maire qui nous disait qui nous avait dit ce soir-là justement de prendre nos affaires, qu'on allait partir pour 2-3 jours et qu'ensuite qu'on allait revenir et que l'appartement sera à nous. Enfin, nous, ce soir-là, on n'avait pas encore réalisé que justement c'était notre dernier soir. Du coup, on a pris nos affaires, on est parti. Et vous vous êtes retrouvé à l'hôtel pour quelques nuits et très vite vous avez compris que en fait ça allait durer. Et est-ce que ça dure toujours aujourd'hui, cette situation? Non. Enfin, on a changé 2-3 fois d'hôtel en l'espace de plusieurs semaines.
Du coup, on a vécu dans une chambre d'hôtel. Dans les heures et dans les 2-3 jours qui ont suivi, il y a eu des rassemblements de personnes de la communauté chinoise devant le commissariat du 19e. Il y a eu quelques poubelles qui ont brûlé, un véhicule de police, si je ne m'abuse. Vous, à ce moment-là, vous regardez ça à la radio, à la télé. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, nous, on n'a pas trop suivi. On était encore vraiment sous le choc. Enfin, on entendait les gens nous dire ce qui s'est passé, mais on n'avait pas la force de regarder, enfin, de suivre l'actualité de ce qui s'est passé. On était plus vraiment encore sous le choc. Bien sûr, mais c'est bien compréhensible. Si ma question est indiscrète, vous me le dites. Est-ce que vous, depuis cette affaire, vous voyez un psychologue? Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que ça a vraiment affecté votre santé et votre vie? Je n'ai pas trop envie de répondre. D'accord, mais bien sûr, c'est tout à fait votre droit. Donc en gros, toute la vie de votre famille a été bouleversée ce soir-là. Aujourd'hui, quelle est votre situation? Est-ce que vous avez un peu de stabilité à ce niveau entre l'endroit où vous êtes? Est-ce que vous pouvez continuer à aller à vos cours normalement? Est-ce que vous êtes loin? Quelle est votre situation aujourd'hui? À l'heure actuelle, donc ça fait plus de 18 mois depuis l'affaire. Enfin, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On essaye, on va dire, de reprendre un peu la vie qu'on avait avant, d'essayer de se donner beaucoup de courage et justement de prouver à tout le monde, à notre famille, à notre père aussi, qu'on peut continuer à se battre et qu'on aura le courage. Qui vous a tendu la main à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez reçu comme soutien? C'est-à-dire dans les moments qui ont suivi, est-ce que vous avez été contacté par, je sais pas, l'ambassade, le consulat, des voisins, des amis, des connaissances, est-ce qu'il y avait, voilà, est-ce que vous vous êtes senti soutenu un petit peu dans ces moments très très difficiles? Oui, on s'est beaucoup senti soutenu. Justement, je pense que c'est aussi ça, grâce à ça, qui nous a permis de tenir jusqu'à maintenant et de continuer à y croire et de nous battre. Et alors justement, je voulais m'adresser maintenant à vous, Angelina, puisque vous faites partie de ces personnes qui ont été importantes dans ces moments-là. Vous exercez dans la médecine traditionnelle chinoise en banlieue parisienne. Vous êtes très investi dans les actions associatives. Comment vous avez appris l'affaire et comment vous avez décidé à un moment donné de vous dire bon, faut que je m'en mêle et il faut que je fasse quelque chose? En fait, moi, je suis une bénévole de la communauté depuis l'âge de 15 ans. À l'époque, donc, les Chinois sont venus des années 60, des années 90, et beaucoup des gens qui ne parlaient pas français. Et donc, lorsqu'ils ont besoin des gens qui ont dans les occasions de l'échange des papiers administratifs, donc je me suis accompagnée. Et après, donc, on a eu quand même pas mal d'agressions. Jusqu'à le jour, donc il y a quand même un gros, on peut dire que drame qui s'est passé, c'est la mort de Monsieur Zhong Shaoling. Oui. Et donc il y a peut-être d'ici 3 ans, presque 3 ans. Dont les agresseurs ont été récemment condamnés pour crimes à caractère racial reconnus par la Cour de justice. Donc par là, donc je me souviens que c'est à partir de l'année 2011 à Belleville, donc c'était quand même une ville assez peur. On dit qu'on a eu beaucoup de violences, d'agressions concernant vis-à-vis de vol. Et c'est la communauté chinoise ici assez visée. À l'époque là, donc ce sont des Chinois. Il y a à peu près 30 000 Chinois qui se sont rassemblés ce jour-là, manifestés et pour dire que voilà. C'est la toute première fois que la communauté chinoise descendait dans la rue. Donc voilà. Après, il y a deuxième fois, donc c'est bon. À cause, ou grâce à M. Zhong Shaoling. Oui. Et par là, après, donc, on commence à aussi faire attention, s'adresser, comment on peut avoir une place
pour parler, pour pouvoir exprimer autant qu'une Chinois qui a toujours une impression à les autres communautés comme quoi qu'on est très discret, qu'on ne parle pas français et qu'on règle les problèmes entre nous. Mais sachez qu'il y a plein de problèmes, on ne peut pas se régler entre nous parce qu'il y a la loi, il y a la justice. Et donc, oui, encore heureux. On commence à chercher donc, et contacter les services concernant. Et par contre, à la famille Zhong Shaoling, à part la famille, personne d'autre de la communauté, on ne peut pas suivre historique et l'avancement du procès. Et c'est par là quand j'ai entendu donc, de la famille Liu, quand je connais Yumi, c'est quand même un ami quand je connaissais, et qui s'est passé vers sa famille. Je dis que là maintenant, il faudra vraiment qu'on se devenir très solide et pourquoi pas construire une association et qu'on peut, en fait, tous les membres de l'association peuvent déjà, au moins vis-à-vis, qu'on peut demander aux services administratifs pour savoir les avancements. Sinon, on n'a pas le droit d'accès. D'accord. Et en même temps, de faire une cagnotte, d'aider la famille, et de faire ça de manière organisée et carrée, si j'ai bien compris, quand on avait discuté de cette affaire. On peut avoir quelqu'un qui peut aussi porter des informations aux autres associations, des autres membres de notre communauté. Ça simplifie les démarches. D'accord. Et aider Isabelle et sa famille... voilà, des fois au jour le jour. C'est une famille assez traditionnelle et je sais que l'habitude, ils ont toujours vivre dans leur coin, qui ne jamais demandent à l'aide des autres. Ici, ils ne sont pas toujours osés de sortir de leur secteur. Et donc, des fois... C'est dans ces moments-là qu'une aide, qu'une main tendue est précieuse. Quoi. Et c'est pas facile, On a déménagé plusieurs fois au début 3 l'hôtel parce qu'en fait les hôtels qui nous a mis sur la liste rouge, ils n'aiment pas en fait être invités ou contactés, visités par comme ça s'appelle les journalistes ou bien les services administratifs. Je voulais m'arrêter un instant sur ça. Cette affaire, si je puis dire, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que de par les manifestations qu'il y a eu dans la foulée, de par le rassemblement à République, il y a eu quand même une grosse médiatisation dans cette affaire. Il y a là, avant de préparer cette émission, j'ai refait, il y a des centaines de papiers dessus, ça a été couvert, quoi. Je veux dire, c'est une affaire qui est suivie. Comment est-ce que vous, ou même vous, Isabelle, comment est-ce que vous avez été contacté? Est-ce que vous avez été harcelé? Est-ce que vous avez été suivi dans vos écoles? Est-ce que vous l'avez senti, vous, cette pression médiatique sur cette histoire? Au début, oui, on l'a beaucoup senti. Parce que je me souviens que les premiers jours, justement, on ne pouvait pas retourner dans la résidence parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui étaient justement dans la résidence. Et qu'ensuite, on s'est senti beaucoup suivi par des gens. Oui. Et quand quelques jours après, vous vous retrouvez place de la République, et vous voyez tout ce monde qu'il y a, alors après, il y a différents comptages, mais bon, moi, les papiers, c'était 5-6 000 personnes minimum, quoi, de toute façon. Vous dites quoi? Ça fait du bien, ils sont là pour moi, ils sont... Quelle impression vous avez quand vous êtes place de la République ce jour-là? Ça faisait du bien de voir un peu, on va dire, d'humanité, de voir beaucoup de gens, autant de gens qui nous soutiennent, de toutes les communautés aussi. Ah, parce qu'il n'y avait pas que des Chinois, ce que vous me dites. Ça, c'est effectivement... Même s'ils étaient majoritaires, oui. Bien sûr, d'accord, mais pas que. Parce que ça c'est important. Je vais maintenant me tourner vers vous, Maître Lombroso, parce que suite à ces présentations, moi, quand j'ai commencé à me nourrir pour pouvoir faire cette émission sur cette affaire, il y a de vraiment qu'on soit clair. Donc aujourd'hui, il y a 3 juges d'instruction qui ont été saisis et qui doivent dire, parce que la question qui se pose aujourd'hui, à laquelle doivent répondre ces 3 juges d'instruction, est-ce que oui ou non le policier, puisque 1 sur les 3 a tiré une balle, je le rappelle, qui a tiré sur Xiaoyo Liu, était-il oui ou non en état de légitime défense? C'est la question principale que doivent trancher ces 3 juges d'instruction. Et avant que vous me répondiez à ça, je voudrais vous me répondiez à un autre point, puisqu'on a parlé de Shaolin tout à l'heure. Est-ce qu'il y a dans cette histoire, comme il y avait chez Shaolin,
racialisation, si je puis dire, du fait divers? Est-ce que il y a une typicité qui vient du fait que la personne était d'origine ou de nationalité chinoise, ou est-ce que c'est une affaire qui aurait pu arriver à n'importe qui, chez qui la BAC débarque, parce que les voisins ont appelé, parce qu'il y a du bruit, qu'on n'entend pas à l'interphone, que ça toque à la porte? Est-ce que vous voyez dans cette affaire un aspect racial, c'est-à-dire tombant sous le coup de l'aggravation des peines vis-à-vis de la loi? Moi, ce que je vois, je vais vous donner vraiment le fond de ma pensée, c'est que le coup de téléphone qui a alerté les policiers du 19e arrondissement est un coup de téléphone qui a été donné par un voisin qui habitait juste au-dessus, qui est un policier à la retraite, et que il se disait dérangé par la famille Liu, et notamment par Monsieur Liu, qui, de façon intempestive, se promenait ou dans les parkings ou même dans l'immeuble, et paraissait-il, pour lui en tout cas, menaçant. Je pense que ce monsieur avait une espèce d'a priori sur la communauté chinoise comme étant effectivement, comme l'a rappelé Madame Cai, c'est-à-dire une communauté très discrète, et une communauté qui ne fait pas parler d'elle, et qui fait peur. Elle fait peur, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que, en tout cas pour ce monsieur, l'impression que ça donne, c'est que c'est comme si monsieur Liu avait eu une espèce de violence intérieure rentrée. Du fait qu'il était chinois? Du fait qu'il était chinois. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ce qui me permet de dire ça, c'est que toute la fantasmagorie que moi j'ai pu voir sur l'Asie et sur les Chinois en particulier, on dit toujours, pour les Européens, hein, toute l'espèce de fantasmagorie là-dessus, c'est de dire, ben voilà, finalement, les Chinois, ils sont très discrets, on les voit pas, ils parlent pas, mais finalement... le cliché habituel, il est fourbe, on n'entend rien, on comprend rien, on n'entend rien, mais en fait, il a une violence rentrée. Alors ça, on est d'accord, c'est des idées qui circulent, c'est des idées reçues, mais là... C'est des idées complètement fausses, mais ce sont des idées... Absolument, voilà. C'est le type des idées reçues, quoi, des choses qu'on pense qui sont vraies. Voilà. Et à mon avis, ce qui a fait peur à ce policier à la retraite, entre guillemets, en dehors du fait que, soi-disant, Monsieur Liu s'était promené dans la cage d'escalier, c'est qu'effectivement, il a eu peur de sa violence potentielle en qualité d'asiatique, pas forcément simplement en qualité d'homme. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Vous le voyez où ça? C'est ce qu'il dit aux policiers, ce monsieur? C'est ce qu'il dit? Bien sûr que non. Ou c'est vous qui pensez que... Parce que je pense que c'est... Je m'excuse d'insister là-dessus. C'est vraiment un point fondamental. Parce que s'il y a eu ce rassemblement de 6000 personnes à République, c'est parce que la communauté chinoise tout entière s'est sentie agressée. C'était le cas. Et j'étais, en plus, moi je tournais à ce moment-là pour d'autres choses, pour Shaolin. C'était reconnu. Mais là, est-ce qu'à travers Monsieur Xiaoyao Liu, on avait l'expression soit d'un racisme, soit d'un a priori anti-communauté asiatique, ou est-ce que, comme je disais dans ma question initiale, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quelle famille, noire, blanche, jaune, rouge, verte, j'en sais rien, chez qui débarque la BAC? Moi, je pense que ça peut pas arriver dans une famille qui est connue et entre guillemets qui communique de façon facile avec ses voisins. Voilà, ça peut arriver dans une famille dans laquelle effectivement on a des enfants qui sont très discrets, on a une mère qui parle pas le français, qui parle que le chinois, on a un père aussi, Monsieur Liu, qui parlait pas le français, et à partir de ce moment-là, on a eu ce que je pense, hein. Après, voilà. Non, mais il faut dire les choses. Vous plaideriez pour non, vous voyez un caractère racial dans cette moi, histoire? ce que je vois, c'est que je vois dans ce témoin qui a appelé les policiers. Oui. Je pense qu'il n'aurait pas appelé les policiers si Monsieur Lui n'avait pas été entre guillemets asiatique. Voilà. Vous pensez que s'il avait été noir ou arabe, il aurait moins appelé? Ah, je pense parce qu'il y a aussi voilà, des a priori de ce genre, et on le sait malheureusement. Non, je pense que s'il avait été noir pays, ou arabe, il aurait appelé exactement de la même façon. Mais c'est pas parce que il aurait été noir ou arabe que ça aurait pas été moins raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que le fait qu'il ait appelé, c'est parce qu'effectivement, il a dans son schéma, ce que je pense, hein,
C'est pas, il l'a pas dit, c'est ce que je ressens. Il a dans son schéma et dans son fonctionnement fantasmagorique le fait que de voir un monsieur chinois se balader dans un hall d'entrée d'immeuble ou dans des étages ayant soi-disant bu et potentiellement quelqu'un... Non, pas soi-disant. Il y a un rapport d'expertise. Oui, enfin, le taux d'alcoolémie est pas très élevé. Hein. C'est pas soi-disant. C'est pas. Il y avait C'est 0,71 ça. grammes, si je ne m'abuse, Ouais, parce que ouais. je l'ai lu, Ouais. le rapport. Oui, oui. Il n'y a, D'accord. pas d'alcool. 0,71 grammes, si vous conduisez avec 0,71 grammes et qu'on vous fait C'est souffler, zéro. vous y avez Oui, droit. ok. Je veux dire, donc, non, parce mais que, je suis d'accord avec vous. voilà. Mais c'est la Sur limite... ce point-là, je me permets de vous, non, mais vous vous rattraper. avez tout à fait raison. Ouais. Mais la limite haute, c'est 0,50. Hein. Donc 0,71, on va D'accord. pas très loin. Hein. Non, mais si je Non, plaide, non, mais si je je vous le plaide dis. ça au flic qui me fait souffler dans ma voiture, à 0,71, j'ai droit. Hein. 0,71, il vous arrive pas grand-chose. Hein. Ah, ben, je suis hors la loi. C'est moins de 0,5. J'ai pas dit que vous étiez D'accord. dans la loi. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après, on a essayé de faire passer Monsieur Liu pour quelqu'un qui était un alcoolique chronique et que c'est pour ça qu'il faisait peur à tout le monde. Donc, D'accord. quand il a 0,71 milligrammes d'alcool dans le sang, D'accord. on peut pas dire c'est quelqu'un qui a bu 2 bières. Oui, 0,71. ouais, c'est ça. Vous voyez Oui, ce c'est que je veux dire ouais, c'est de pas verre de quelqu'un vin. qui, D'accord. qui passe sa journée avec une bouteille. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour Ouais, ce ouais, témoin, on était sur le ouais, voilà, sur le pour caractère ce tiers. témoin-là, je pense que le coup de téléphone qui passe de façon inconsciente, pas forcément voulue, mais ce coup de téléphone quand il le passe à la police, et si l'alarme, parce qu'il faut bien que la police ait été alarmée pour qu'ils arrivent dans ces conditions Oui, tout et à dans fait. cet état-là. Ils arrivent, ils sont trois, ils sont. C'est bien parce que ce type, tout d'un coup, a fait peur aux policiers D'accord. pour leur faire ressentir le fait qu'il y avait une violence contenue ou une violence potentielle de ce petit monsieur d'1,60 m, tout maigrelet, qui se baladait dans le hall de l'immeuble. Voilà, c'est D'accord. ça que je veux Parce dire. que bon, il est évident qu'on n'est pas ici pour juger les pièces ni faire le procès. Non, bien sûr Voilà, que non. ça c'est le boulot Non, des non, juges. bien sûr que non. Et Alors après, effectivement, sur la exprimer circonstance clairement. aggravante de crime racial, Oui, je ne dirais pas qu'il y a une circonstance aggravante du crime racial, c'est-à-dire que Monsieur Liu n'a pas été tué parce qu'il était chinois. d'accord. C'est pas Shaolin. Hein. On est bien d'accord Absolument. là-dessus. On est d'accord. C'est pas du tout ça. D'accord. Je dis simplement que dans la façon dont a réfléchi, à mon avis, Le monsieur qui a le appelé. monsieur qui a appelé, il y a quelque chose quand même D'accord. du fait de se dire, bah, finalement, les Chinois, ils font peur, ils sont D'accord. dangereux. Donc ça c'est effectivement le boulot des juges sera de déterminer Absolument. si cet appel. De toute façon, et je suppose que vous plaiderez en ce sens. De toute façon, le procureur de la République n'a jamais retenu dans ses La réquisitions qualification. pour l'ouverture de l'information des faits de circonstances aggravantes d'un crime raciste. Tout à fait. Hein. D'accord. Donc on est bien clair là-dessus. Merci d'avoir Je vous en prie. été précis sur ce point. Donc sur le point de la légitime défense, de ce que j'ai compris, il y a cette fameuse histoire des ciseaux. Donc un policier aurait pris, enfin en tout cas a été recousu, pas aurait pris, a été recousu à l'hôpital, à l'épaule, pardon, excusez-moi, j'ai eu accès à moins de pièces que vous, bien sans sûr. aucun doute. Voilà, aurait pris un coup de couteau et son collègue qui était derrière, c'est pas celui qui prend le coup, qui tire, aurait tiré une balle à ce moment-là, mortelle. Ça, c'est la version des Pour policiers. Chav- Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour vous, il a pas pris le coup de couteau, de ciseau, pardon. Ah, pour moi, il a pris aucun coup de ciseau. Je pense que c'est un montage total. Ce sont les policiers qui sont poignardés entre eux pour justifier. Je pense que, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que juste après que le coup de feu ait été tiré, Oui, les enfants ont été emmenés dans une chambre et on sont restés pendant 1h30 dans cette chambre. Et je pense qu'il a été discuté très sérieusement avec les policiers de savoir comment ils allaient se tirer de ce mauvais pas. vous avez le moindre élément quand même. Non, j'ai pas le moindre élément, mais je le dis. À l'appui Et de, je vais de vous cette expliquer. théorie. Et je vais tenter de vous expliquer Oui. pourquoi. Si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que la coupure existante sur le policier est une coupure de 0,5 cm. Oui. D'accord. Et l'entaille sur sa chemise est d'1 centimètre. Et il n'y a aucune pénétration. C'est-à-dire que la lame Superficielle. n'a en pas gros. été pénétrante. Ouais. Ce qui est important, c'est
pas simplement que ce soit superflu. Un point. Il y a eu un point à l'hôpital, un seul. C'est ça. Voilà, c'est Non, mais précisé. Ce qui est important de dire, c'est que si effectivement Monsieur Liu avait agressé le policier, puisque c'est ça qu'ils essayent de nous dire, oui. Il aurait été vers le policier et le coup qu'il aurait donné avec le ciseau aurait été un coup pénétrant. Donc ça aurait fait une entaille plus large. Mais ça n'aurait pas fait une entaille, ça serait une plaie perforante. Absolument. Or là, on a la chemise 1 centimètre, la blessure 1 demi-centimètre. Et c'est juste une estafilade. D'accord. Donc, pour quelqu'un qu'on considère comme étant extrêmement dangereux et qui fasse tellement peur que ça provoque chez un des policiers qui était là le réflexe de tirer un coup de feu mortel, voilà, c'est un peu bizarre. C'est la disproportion de la réponse si vous voulez, par rapport à l'attaque que vous c'est les constatez. légitimes défenses, mais si vous Oui, voulez, c'est ça, oui. Rien que déjà dès le départ, c'est quand même très étrange cette histoire. On peut se demander comment ce policier qui s'est senti agressé alors qu'il était armé d'une arme longue, hein, oui. donc il pouvait tenir à distance son agresseur, puisqu'il il avait son arme comme ça. Enfin, il avait son arme qui faisait 1 mètre, 1 mètre 50 de longueur. Comment est-ce qu'il a pu être agressé et de cette façon-là, alors qu'il avait un gilet pare-balles en plus? Et comme par hasard, le coup de ciseau aurait été juste entre l'épaule et le gilet pare-balles qui lui maintenait la poitrine. Enfin voilà, tout ça pose question. Voilà. D'accord. Bon, merci de ces précisions juridiques. Je voudrais revenir à vous, Isabelle, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez confiance en l'institution judiciaire française, voilà, parce que là on est suspendu à ces décisions de ces 3 juges d'instruction. Quel est votre état d'esprit? Ça pourrait venir dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous êtes méfiante? Quel est votre état d'esprit actuellement? J'ai un avis assez mitigé. J'espère avoir je fais confiance, mais je reste toujours aussi méfiante. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement que vous voulez rajouter? Moi, je voudrais quand même dire que à partir du moment où on donne la mort à quelqu'un, la procédure judiciaire en France, elle doit être la même pour tout le monde. Lorsque l'on donne la mort à quelqu'un, il y a un procureur de la République qui est là pour ouvrir une information judiciaire, une instruction, avec ces fameux 3 juges d'instruction dont vous parlez. Et que, en règle générale, dans 99,99% des cas, la personne qui est soupçonnée d'avoir donné la mort, elle est mise en examen, elle est inculpée pour homicide volontaire ou pour homicide involontaire. Et ça n'a pas été le cas? Et ça n'a pas été le cas. Et en règle générale, elle est même placée en détention provisoire parce que c'est quand même le fait le plus grave de donner la mort à autrui. Oui. On encourt quand même la réclusion criminelle à perpétuité pour ce genre de choses. Et donc, effectivement, moi, je veux bien qu'on puisse penser qu'il y a eu qu'on soit dans le cadre d'un état de légitime défense. Mais n'empêche que c'était aux investigations tout au long de l'instruction de démontrer s'il y avait ou pas légitime défense. D'accord. On aurait pu. C'est pour ça qu'on a fait une reconstitution. Absolument. C'est pour ça que l'IGPN a été saisi. Absolument. Le défenseur des droits a été saisi également. Donc il y a toutes ces histoires. Je finis par ça. Sous quelle échéance vous attendez décision? Ça pourrait venir quand, là? On parle de semaines, on parle de mois? Moi, je pense qu'on va avoir une décision des juges d'instruction d'ici 1 mois et demi, 2 mois. D'accord. Et puis, comme il n'y a pas eu de mise en examen, je pense qu'il y aura une ordonnance de non-lieu. Et on fera appel de cette ordonnance de non-lieu pour demander la mise en examen de ce policier. Le cas échéant. Bien sûr. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'on suivra cette affaire. C'est très gentil de votre part, parce qu'on en a tous bien besoin. On vous fera revenir. Je vous remercie. C'est gentil. Merci.